Bouaziz. Je le remercie de m'avoir associé à cette présentation du livre récemment paru, La Maison du Maroc, à la Cité U, un lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris. Juste, je vais vous raconter une anecdote. J'ai appris il n'y a pas longtemps que Moustapha Bouaziz a fait ses études au lycée Al-Malik Saadi à Kenitra. Moi aussi, j'ai fait mes études. J'ai passé 2 ans de ma vie dans ce lycée, un grand lycée. Alors, donc, oui, il faut le dire, il manquait un ouvrage qui soit consacré à la Maison du Maroc à la Cité U. Tel n'est plus le cas depuis quelques mois, car les éditions Rive-Neuve, une maison d'édition qui raconte l'ailleurs aux Français, viennent de s'enrichir en publiant l'ouvrage coécrit par messieurs Moustapha Bouaziz, professeur à l'université Hassan II de Casablanca, et Guillaume Danglos, spécialiste de l'histoire du Maghreb. Intitulé « La Maison du Maroc à la Cité U, un lieu de mémoire des étudiants marocains à Paris », ce livre nous arrive fort à propos, puisque cette année nous commémorons, comme vous le savez, le 70e anniversaire de la fondation de ce haut lieu du nationalisme marocain, de cette fabrique des élites marocaines, je reprends là les expressions de mes chers collègues, un lieu turbulent du Maghreb au cœur de la capitale française, pour reprendre cette belle expression des auteurs. L'étude en question nous présente sous une forme très complète et parfaitement répertoriée l'histoire de ce haut lieu de mémoire, selon le thème inventé par Pierre Nora. Un lieu de militantisme, on l'a bien compris, et on vient de le dire, et de culture, depuis sa fondation par le général Juin, en octobre 1949, jusqu'à nos jours. Les 2 historiens nous transportent ainsi au cœur d'un espace singulier, qui rend la mémoire durable, grâce notamment aux contours et au contexte que les auteurs prennent le temps d'expliquer, mais aussi et surtout grâce à la pluralité des acteurs impliqués, on y reviendra si on a le temps, et des rythmes temporels. Professeur Bouaziz vient de l'expliquer, des rythmes conjuguant les rythmes courts, les rythmes moyens et les rythmes lents, renforçant in fine le sens de cet espace exceptionnel, sa personnalité aussi. Le premier point fort à soulever est sans doute sur le plan méthodologique, car l'ouvrage est le fruit, comme vient d'expliquer Moustapha Bouaziz, d'une recherche longue et approfondie de 4 années, où la rigueur de l'analyse est déployée et de mise. Il bénéficie également d'une large mobilisation documentaire inédite, car une telle recherche ne peut faire l'économie du dépouillement des archives marocaines, mais surtout des archives françaises, publiques et privées, que les auteurs ont pris le soin de détailler à la fin de l'ouvrage. Et je le remercie parce que ici on a de jeunes doctorants et des masterants à qui ces différentes informations sont les bienvenues. Je citerai d'ailleurs, le professeur Bouaziz vient de le citer ces différents fonds, les archives diplomatiques de Nantes, de La Courneuve, incontournable, comme vous le savez, pour écrire l'histoire du Maroc moderne et contemporain. Idem pour les archives nationales du site Pierrefitte-sur-Seine, sans oublier les archives de la préfecture de police de Paris et le centre d'archives d'architecture contemporaine à Paris. Une aubaine pour explorer le fond du grand urbaniste Albert Laprade, grand ami de Prost, proche de Lyautey. Faudrait-il le rappeler, ce Laprade, c'est lui qui a construit le phare qu'on a juste à côté, qui est juste à quelques encablures de la fondation L'Ancre. Mana L'Ancre. Il est aussi l'auteur de l'hôtel La Mamounia, de l'hôtel La Tour Eiffel, la liste est longue comme vous le savez, et bien sûr de la Maison du Maroc à Paris.
Les acteurs qui surgissent au hasard des dépouillements des auteurs sont nombreux, mais c'est André Honorat qui sort du lot. Ministre de l'Instruction publique, de janvier 1920 à janvier 1921, il est surtout le fondateur de la cité universitaire, de la Cité internationale de Paris. Il y en a d'autres, comme c'est le cas des premiers directeurs, sur lesquels les auteurs s'arrêtent longuement, Jean Arnaud et Yves Renoir, sans oublier Jean Walter, fondateur de Zélija, le pavillon de Zélija, qui était très proche des cercles politiques de l'époque et aussi des écrivains, comme Marcel Pagnol. Des grandes figures du militantisme estudiantin à Paris, comme Ahmed Alaoui, Mohamed Diori, etc. en gros. Je vous avoue que le lecteur de cette synthèse jubile devant une telle maîtrise des sources de toute nature, qu'elles soient archivistiques ou orales. On vient d'écouter le professeur Boisiz, puisque cet ouvrage est le fruit de longues enquêtes sur le terrain, auprès de 53 personnes ressources citées à la fin de l'ouvrage. Oui, on sent la collaboration de beaucoup de gens de talent, ce qui nous aide à faire ou à avoir une idée concrète de la vie de ce bâtiment au milieu de Paris. Quelques noms cités aussi, comme Abdelhak Tazi, Ahmed Biyaz, Moulay Ismail Alaoui, beaucoup de ministres, j'en conviens. Donc cette belle dynamique est pour beaucoup dans l'aboutissement du travail accompli. Ajoutons qu'une bibliographie parfaitement sélectionnée enrichit encore la considérable documentation archivistique ainsi réunie, dont la consultation est par ailleurs facilitée par une table de matière très détaillée. Sans parler de l'autre mérite de cet ouvrage, à savoir qu'on y trouve des statistiques de qualité, avec la transformation de sources documentaires en données chiffrées, ce qui rend ce texte plus parlant. Et c'est un autre point fort de cette étude. En les analysant, les comparant et en suivant l'évolution dans le temps long. Un exemple parmi tant d'autres, l'évolution du nombre des étudiants marocains et des étudiantes marocaines, voire maghrébins aussi à Paris, au temps du protectorat, et la part des étudiantes depuis la fin des années 20 du siècle dernier jusqu'à l'ouverture de ce pavillon en 1953. L'ensemble est servi par une très belle iconographie qui s'impose pour un tel sujet. Et aussi une affiche, il y a aussi une très belle affiche de Louis XIV, essentiellement des photos, des plans, beaucoup de plans, bien renseignés, en noir et blanc et ensuite en couleur. On ne saura passer sous silence les annexes qui enrichissent nos connaissances sur 4 grandes figures du Maroc du temps présent, Mohamed Hassan Bouzani, Ali Atta, Mohamed Ben Saïd, Haïti Teb et Mohamed Abd El-Jabri. Ce volume étonne aussi par son homogénéité, celle du style d'abord, celle du temps donné, TOM, aussi et surtout de l'approche. Son plan, simple et académique, est parfaitement adapté à la découverte progressive de la matière. Un texte bien construit et bien documenté, même si l'on regrette l'absence des intitulés des sous-chapitres, dont la table des matières. Cet ensemble s'ordonne autour de 5 parties majeures, au volume inégal, mais coiffées d'attrayants titres pour mettre l'accent sur les contenus. Les 2 premières parties sont subdivisées en 3 chapitres. Chacune, les 2 suivantes en 2 chapitres et la toute dernière partie en seulement un chapitre. Tandis que la première partie intitulée, le professeur vient de nous le dire, le Watan réinventé, entre 1925 et 1965, a trait à la genèse de ce projet colonial. Un moment très délicat de l'histoire du Maroc, puisque celui qui prit la décision de la fondation de cette institution, le résident général Alphonse Juin, ouvre un bras de fer avec le sultan du Maroc, Sidi Mohamed Ben Youssef, et avec les partis nationalistes. Pire encore, son ouverture en 1953 coïncide avec la déposition du sultan 2 mois auparavant, ce qui explique que ce bâtiment, et là je reprends évidemment cette
belle expression des auteurs, n'a jamais été inaugurée officiellement, en raison de l'hostilité des résidents. S'ensuit la revendication des nationalistes exigeant le retour du sultan. Désormais, la maison, écrivent brillamment les auteurs, se présente comme l'émanation du Maroc résistant. Et elle transmet la mémoire des combattants pour l'indépendance. La seconde partie, qui apparaît sous le titre de Le Watan progressiste, 1965-1980, a pour ambition de restituer la dimension sociale du lieu. Et en suivant de près la vie agitée de cette institution entre, on a dit, 65 et 80, qui devient une véritable, comme j'ai dit tout à l'heure, fabrique des intelligentsia, pour reprendre l'expression de nos auteurs, prêtes à diriger le pays. Désormais, elles peuvent, martèlent les auteurs, entamer l'édification de l'État national. Mais elle est aussi le réceptacle des dynamiques contestatrices de la jeunesse marocaine, dans un contexte de politisation de l'ensemble du campus, dit autrement de la CTU, contre toute forme d'autoritarisme, d'impérialisme ou encore de capitalisme. Et là, les auteurs s'en donnent à cœur de joie à des comparatismes avec les autres établissements de la CTU. De 1953 à 2011, date de la révolution tunisienne. L'autre point important est la politisation des résidents de ce pavillon qui, au fil du temps, va se convertir en un refuge des activistes de gauche et se positionne désormais comme un laboratoire, là je cite les auteurs, progressiste et bouillonnant, où se réfléchit le Maroc, ou plutôt le Watan du futur. Il abrite officieusement le syndicat étudiant l'UNEM. Désormais, la Maison du Maroc se structure du milieu des années 60 jusqu'à la fin des années 70 comme le Maroc de demain. M. Boisis vient de l'évoquer. Le Maroc de demain à la fois moderniste, populaire et universaliste. Quant à la troisième partie intitulée « L'espoir d'un Watan citoyen » 1980-1992, elle insiste sur le processus démocratique et la nécessité d'une vraie monarchie constitutionnelle. Il est aussi question des travaux de rénovation de ce pavillon par les soins du palais en 1982 et de la vitalité de sa vie culturelle organisée désormais par le comité de résidence. L'avant-dernière partie intitulée « Le Watan devenu Oumma », quant à elle, 1992-2002, fait le point sur le basculement de la Maison du Maroc dans un soudain et profond conservatisme religieux. Je cite, « Le salon, écrivent nos auteurs, prend l'allure d'un sanctuaire et le sous-sol est aménagé en mosquée. » Sans parler des activités, c'est toujours les auteurs, organisées par le comité dans lesquelles défilent des figures de la mouvance islamique. S'ensuit la crise des squats évoquée tout à l'heure, qui va durer 11 mois, suivie d'une nouvelle rénovation complète entre 2002 et 2008. La cinquième et dernière partie, intitulée « D'un lieu de mémoire à un lieu institutionnalisé », traite de la vie de cette maison au temps présent. Depuis sa réouverture en 2008-2009, avec tout ce que cette nouvelle génération de résidents, dont le profil et les préoccupations ont profondément évolué. En plus de leur dépolitisation, les nouveaux résidents, souvent ingénieurs ou mastérants, supplantent rapidement les étudiants en SHS. Ils ne sont généralement pas très portés sur le culturel et ne s'impliquent pas dans la vie de la maison. Suite à la pandémie, la nouvelle direction essaie évidemment de relancer la vie culturelle et entreprend même de nouveaux travaux d'extension. Néanmoins, la Maison du Maroc, qui était
ça a été dit tout à l'heure, qui était un véritable microcosme de la société marocaine, concluent les auteurs, n'est plus un lieu de mémoire. Elle est redevenue une maison normale, comme les autres. Une interface, disent-ils, de prestige pour le pays. Cet éclairage du passé lointain et proche de la Maison du Maroc, à travers cet ouvrage de référence, particulièrement dense et clair à la fois, qui expose les résultats majeurs d'une étude menée tambour battant depuis 4 ans dans les archives françaises, nous aidera sans doute à mieux dessiner l'avenir de ce lieu. Évidemment, ce ne sont là que des détails. L'important est que l'ouvrage soit emporté du commencement jusqu'à la fin, par un souffle entraînant qui s'explique du fait que nos 2 historiens ont beaucoup lu, cherché et surtout, ils ont beaucoup réfléchi. Ils ont su communiquer à leurs lecteurs leur intérêt pour cette micro-histoire qui embrasse la grande histoire. La chaleur communicative de cet ouvrage, appuyé sur une connaissance intime des problèmes généraux du XXe et du début du XXIe siècle, lui donne une grande vertu de lisibilité. Je vais me permettre de dire encore qu'il y a là vraiment d'excellentes pages que j'ai lues déjà plusieurs fois, toujours avec un plaisir et un profit croissant, des pages qui permettront aux spécialistes comme au grand public de réfléchir, de rafraîchir plutôt leur connaissance de ce lieu de mémoire. Des pages qui font honneur à la perspicacité et à l'acuité d'observation des auteurs que je félicite pour ce travail d'exception. Félicitons de tout cœur nos collègues d'avoir pris le temps d'écrire ce livre et donner avec tant de bonheur une nouvelle histoire de la Maison du Maroc. Et je vous remercie, c'est votre laisse.